Bien vendu dans ce nouvel épisode de Stéroïdes. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Arnaud Bordas. Regarde-moi Arnaud quand je te parle. Bonjour Stéphane. Bonjour Arnaud. Et nous allons parler d'une actu, mine de rien, une grosse actu pour nous. Hein. Je pense que c'est un genre de cinéma qu'on défend, et surtout en France, en fait, un peu parfois contre vent et marée, parce que voilà, c'est le cinéma de Olivier Marchal. Le nouveau polar d'Olivier Marchal. Voilà, là on va parler du nouveau polar d'Olivier Marchal qui sort directement sur Netflix ces jours-ci. Hein, donc à l'heure où on diffuse, je suis pas sûr, je crois qu'il sort le 30 octobre. Le 30 octobre, voilà, c'est ça. Donc vérifiez quand même, vous avez l'occasion, si vous êtes équipé sur Netflix, par Netflix, si vous avez un abonnement, vous avez quand même l'occasion de le voir. Voyez-le avant qu'on rentre dans les détails avec ce podcast. Je pense que ça sera plus intéressant. Un petit peu. Voilà, je pense qu'on va spoiler un petit peu parce que c'est un film assez intéressant à traiter. Déjà parce que c'est Olivier Marchal, parce que c'est quand même un coup aussi pour Netflix, en tout cas à la mesure du cinéma français. À l'acquisition. Voilà. Parce que c'est quand même relativement récent. C'est un film Gaumont à la base. Qui devait sortir en salle. Que nous, on a pu voir en projection de presse en salle. Qu'on a pu voir en salle, effectivement. Voilà, ce qui est quand même aussi important, je pense, parce que ça peut avoir une déperdition, quoi. Et la raison pour laquelle on va peut-être un petit peu spoiler, c'est pour ramener un peu au film à ce qu'il est en fait en vrai, parce que pour l'instant on a vu des bandes annonces, des choses comme ça, des affiches, et bon, l'affiche encore ça passe, mais même si par exemple il y a des personnages qui sont sur l'affiche qui sont pas forcément des personnages principaux, hein, je pense notamment à... Fondamentalement c'est une affiche à la Braco, hein. C'est-à-dire certes, une escouade de 4 flics, on les met sur l'affiche. Sauf que le film n'est pas Braco, justement, voilà. C'est quand même autre chose, c'est, même si c'est du Marchal pur jus, hein, ça on va y revenir aussi, et la bande-annonce c'est pas du tout non plus, je trouve, très vendeur, hein, par rapport à... C'est vraiment une bande-annonce axée action, axée bourrin et comment dire... Et j'ai même envie de dire un peu, on cherche le public de banlieue, quoi. Ouais, à la Europa, un peu à la production Europa de Besson, tu vois. Je connais pas le film. Je connais pas le film du tout. Le film, c'est, comment dire, c'est ce que moi, j'étais tendu ça dans l'oreille à un moment donné pendant le film, très rapidement. C'est ce que j'appelle du Marshall exploitation, quoi, clairement. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un film de Marshall, 300%, je trouve. Est-ce que, parce que j'aime bien te demander ça, Arnaud, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ce dont parle Bronx ? Tout à fait, on va essayer en tout cas, parce que c'est une intrigue assez dense et assez complexe. En tout cas, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues et de sous-intrigues qui dépendent de ces personnages. Mais en gros, on va dire, comme point de départ, tu as une tuerie dans un bar de plage qui est inspirée de la tuerie du bar du téléphone qui avait eu lieu, qui était un fait divers célèbre dans les années 70. Et donc Marchal part de ça pour en fait mettre en scène un affrontement dont il a le secret, qu'il affectionne particulièrement, hein, comme c'était déjà le cas dans le 36 quai des Orfèvres, entre la BRI et la BRB. Donc deux services de police qui vont enquêter sur ce massacre. Et il y en a certains, notamment dans la BRB, qui sont mouillés avec les malfrats qui ont causé ce massacre, qui sont des Corses. Et donc voilà, autour de cette histoire-là vont s'articuler des flics, le thème de la guerre des polices, des clans du grand banditisme. De toute façon, c'est une affaire de clan. Le film, en fait, parle que de ça, en gros. Clairement, donc il y a autant les Corses que les bandits des quartiers nord de Marseille. Voilà, donc, et puis les... Et les policiers sont eux-mêmes dans des clans, en fait, en vrai. C'est ça, voilà, ouais, et puis on voit la hiérarchie, tu vois, t'as Jean Reno qui joue le gros ponte, tu vois, t'as quand même pas mal de strates dans la vision de la police que déploie Marchal, hein, comme à son habitude, et puis aussi dans le monde des gangsters, voilà. En gros, c'est ça, quoi. On va dire que le décor marseillais, en l'occurrence, est planté au travers de cette intrigue-là. Voilà. Et alors, c'est ce que ne vend pas, moi, je trouve, la bande-annonce, assez clairement, une fresque policière. C'est-à-dire, vraiment, tu sens qu'il y a cette volonté... Alors, comme toujours chez Marchal, précisons ça. Nous, on défend le cinéma de Marchal parce que c'est quelqu'un qui a des ambitions dans le cadre du polar français,
que finalement, à notre niveau en France, peu de cinéastes ont. Ah, clairement. Voilà, même si on sent bien évidemment qu'il y a des références assez écrasantes parfois. Je veux dire, Michael Mann, là on va en parler, il le recite au moins 2 ou 3 fois, de manière assez claire, nette et précise. Et évidemment, Michael Mann, c'est Michael Mann, c'est quand même difficile de rentrer dans ces chaussures-là, quoi. Mais l'idée, c'est que malgré tout ça, malgré son côté très cinématographique, très influencé, comment dire, voilà, il a sa personnalité à lui. Et il faut le préciser, si vous êtes allergique au cinéma de Marshall, vous pouvez passer votre chemin. C'est un film d'Olivier Marshall à 100%, quoi. Donc nous, ça nous convient parfaitement. Et pour moi, je trouve même dans la meilleure tranche, en fait. Ouais, non, mais clairement. Mais c'est-à-dire, en fait, comment dire, on résume un peu trop, en tout cas, c'est peut-être ses détracteurs, Olivier Marshall, sur des points qui, pour moi, sont annexes ou alors même sont des choses que j'apprécie, quoi. C'est-à-dire, par exemple, en général, on dit ouais, mais ces flics, ils ont toujours des blousons en cuir, des gueules pas possibles, des bagnoles ou des vêtements que les flics ne portent pas et tout. Bon, on s'en fout, en fait, parce que ça fait 50 ans que les Américains font ça et les gens n'ont aucun problème avec ça. Donc il y a un moment où tu as toujours ce réflexe très franco-français de refuser de suspendre son incrédulité, d'accepter le spectacle pour ce qu'il est, avec des icônes qui sont construites visuellement, tout ça. Donc voilà. Après, ce qu'on ne lui reconnaît pas assez à Marshall, je trouve, c'est de faire quelque chose qu'à ma connaissance, personne n'a fait avant lui en France. C'est-à-dire, moi, je situerais plus... Michael Mann, on voit les références visuelles, hein, effectivement, mais sur... Puis 2 scènes, 2 séquences. Ouais. Mais en fait, sur l'univers et sur ce que tente de raconter le réalisateur, moi, je le rapprocherais plus facilement de Sidney Lumet. Bon, alors c'est compliqué parce que Sidney Lumet, il a une carrière très foisonnante, mais on va dire des polars de Sidney Lumet, tu vois, et notamment de ces polars des années 70 à 90 qui examinent le système policier. Et moi, je pense qu'il y a, sans que ça soit exactement pareil que Sidney Lumet, mais il y a une vraie volonté chez Marshall de dresser comme ça, à travers le genre de la fresque policière, effectivement, un portrait de la police en coupe avec différentes couches comme ça, différentes strates, des thèmes forts comme les thèmes dans ce genre d'univers, en tout cas. Moi, je comme dirais les thèmes de la principalement des trucs comme Prince de New York, par exemple, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est précisément celui-là que je pensais. Après, il est beaucoup moins procédurier, je trouve, quand même, dans son approche. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus lyrique que n'était Sidney Lumet. C'est vrai. Ouais, non, mais tu as raison de le préciser. Mais tu as quand même cette volonté à la base que, encore une fois, les autres n'ont pas fait. Je veux dire, même une autre référence, par exemple, mais celle-ci française écrasante pour Marshall, c'est Melville. Tu vois. Alors, on peut... on peut voir une filiation entre les deux dans le côté un peu la solennité, tu sais, à essayer de dresser ce que je disais, des icônes un peu comme ça, taillées dans le marbre, quoi, tu vois, du polar. Mais Melville, pour autant, ne faisait pas ça, n'allait pas vers le portrait, la fresque policière, tu vois, avec toutes les sous-bassements, les sous-intrigues, tu vois, que ça porte. Il était beaucoup plus minimaliste. Voilà, il était beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus épuré. Donc, il y a une tendance comme ça chez Marshall, pour résumer ça, tu vois, à osciller constamment comme ça entre les figures mythologiques taillées dans le marbre, comme je disais, et d'un autre côté, une sorte de densité narrative, tu vois, appliquée à son sujet, qui prend une importance comme on l'a peu vu dans le cinéma français, quoi. Oui, puis en fait, c'est une ambition. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambition là-dedans qui est de raconter un récit en fait foisonnant, qui est pris en fait, voilà, tout en le racontant au cinéma. Alors il se trouve que Bronx, par la situation de crise sanitaire actuelle, sort directement sur votre télé, sur les plateformes de streaming. Arnaud, reste avec nous. Ne t'étouffe pas avant la fin du podcast, s'il te plaît. Et en fait, c'est mine de rien, c'est quelque chose qui est devenu l'apanage, en tout cas même dans le cinéma policier, en fait, mondial, de la série télé. Et du coup, c'est bien de voir quelqu'un qui essaye quand même aussi de ramener ça, à un récit à peu près, très dense, effectivement. Parfois pas difficile à suivre parce que c'est plutôt bien raconté, mais il faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de noms. On parlait de beaucoup de personnages et beaucoup de sous-intrigues, mais surtout beaucoup de connexions
entre les différents personnages, c'est-à-dire un tel couche avec un tel, qu'est-ce que ça sous-entend par rapport à sa relation avec un autre personnage dans son milieu de travail, etc., etc. Ce genre de choses qui sont assez foisonnantes et qui, en fait, maintiennent... T'as l'impression de te taper une série télé condensée en 2 heures, parce que c'est ça, 2 heures, 2h10, en fait, Bronx, quoi. Et mine de rien, effectivement... t'as peu de personnes, enfin je sais pas s'il y a vraiment d'autres exemples en fait en France qui essayent de faire ça, et en plus qui ont, parce que c'est ça aussi Marshall, c'est-à-dire c'est un cinéphile, c'est-à-dire une volonté ultra cinématographique. Là, dans le cadre de Bronx, qui est vraiment intéressant, et en fait c'est en contrepoint à certains autres films qu'il a pu faire, c'est la façon dont il va filmer Marseille. Lui, il va chercher Marseille la belle. C'est-à-dire vraiment, il y a quelque chose d'assez solaire dans la ville, la façon dont il le montre, alors qu'en fait, tous les événements sont quand même assez... Parce que c'est pas du tout un film rigolo. C'est-à-dire qu'il y a quelques punchlines, on va dire, à la Marshall, il y a quelques scènes ludiques, on va dire, d'action, mais globalement, ça s'ouvre sur un suicide. C'est la première scène du film, qui revient plus tard, parce que c'est un flashback, enfin c'est un flash forward. Et en gros sur un des personnages clés, et cette scène est suivie par une autre scène assez lourde aussi, mine de rien, où ils font une extraction qui est une très belle scène, qui moi je trouve est sans doute une des plus belles scènes d'Olivier Marshall. Oui. C'est-à-dire avec 2 personnages qu'on n'a jamais vus jusque-là. C'est un personnage de flic qui est joué par Lannick Gautry, donc le héros là, qui est assez frais comme acteur et qui renouvelle bien. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant chez Marshall. Il arrive toujours à te faire tourner des vieux briscards et à aller chercher des jeunes parce qu'il regarde la télé, il va au théâtre. C'est une des qualités de son cinéma, je trouve aussi. Oui. On retrouve Francis Renaud dans le film là aussi, qui avait été révélé par 36 Quai des Orfèvres. Un habitué maintenant. Oui, mais qui avait été révélé. Il nous faisait un peu cet effet-là à l'époque. Ça avait été une vraie révélation pour 36 Quai des Orfèvres. Bref, et donc il fait cette première scène au début avec Lannick Gautry et Gérard Lanvin qui joue un vieux brigand, quoi. Et avec juste ces 2 personnages qu'on n'a jamais vus, il arrive à nous dresser une sorte de petite capsule comme ça d'introduction qui est terriblement émouvante, qui est très funèbre, très noire. C'est une sacrée ouverture, quoi. Mais bon, ça se double en fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà la scène, d'ouverture, la première scène d'ouverture qui est quand même très noire. Cette scène en plus, c'est pas un film rigolo. Ça, il faut en avoir conscience. C'est un film assez violent même, assez jusque dans la façon dont les gens se menacent. C'est-à-dire que t'as le clan corse en fait qui viennent, et quand ils font des menaces, c'est très très, tu t'y crois, quoi. C'est-à-dire que voilà. Après, j'ai juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Il faut quand même que nos auditeurs, c'est effectivement très noir, tout ce que tu as dit est vrai, mais il ne faut pas qu'ils s'imaginent un nouveau MR73 qui est vraiment l'œuvre au noir de Marshall par définition, et qui, par exemple, je sais qu'on lui avait beaucoup reproché à l'époque d'avoir montré un Marseille crépusculaire, pluvieux, tout le temps sous la pluie, à la Seven un peu, et que c'était une aberration. Après, c'était un parti pris, quoi. Mais et c'est vrai que là, il retourne à Marseille, effectivement, tu le disais, plus solaire. Son chef-op, là, Denis Roden, il a vraiment fait une belle lumière où il joue souvent, et il découpe les personnages, il les met en valeur dans le cadre par la lumière du soleil, quoi, tu vois, ou un reflet, une chose comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est un film très violent et très funèbre, mais on va dire, c'est pour ça que c'est une sorte de Marshall total, quoi, tu vois, ce film, avec quand même son sens du plaisir cinématographique, du sens du... Il y a quand même des dialogues encore badass, des fois où on rigole, quoi, des situations. Il y a des scènes de plaisir de cinéma pur, quoi, d'effets, de trucs comme ça. Donc c'est pas non plus un film plombant comme pouvait l'être MR73, qui est vraiment un film difficile à voir. En vrai, il y a de ça, quand tu regardes, quand tu restes avec nous, donc reste là. C'est un film dépressif, MR73. Je pense que c'est surtout ça que les gens lui reprochaient. Et je sais que pour lui, il me l'avait dit un jour dans une interview que c'était son film préféré en fait de sa carrière. Vraiment, c'est celui pour lequel il a le plus d'estime. Ce que raconte le film, c'est très romancé, tu vois, le personnage de Daniel Auteuil, mais l'histoire dont ça part, cette petite fille qui a assisté, pas de visu, quoi, mais par le son, à l'assassinat de toute sa famille par un tueur, quoi, en étant planqué dans le placard de la maison. Il a vécu cette scène. C'est lui le flic qui a littéralement, il le dit à chaque fois qu'il raconte cette histoire, il a pris cette petite fille dans ses bras du placard et il a eu l'impression de l'enlever de l'enfer, quoi, tu vois, quoi. Donc c'était un truc très fort qu'il avait vécu, et c'est l'affaire
qui l'a fait quitter la police. Parce que c'est ce qu'il Il l'a pas précise aussi, supporté. c'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour ceux qui suivent un petit peu la carrière, qui écoutent un peu ses interviews, c'est quelqu'un d'assez émotif, en fait, Olivier Marchal, et il le dit, il n'avait pas le cuir suffisamment tanné pour rester flic. C'est-à-dire, et voilà, là, sur un truc C'est-à-dire, comme, il a fait simplement ce qu'on déconseille de faire à toutes les jeunes recrues de la police, c'est-à-dire de faire fonctionner l'empathie avec les victimes des crimes dont ils sont Bien chargés, sûr. sur lesquels ils sont chargés d'enquêter. Et lui, il a ouvert la porte à ça et ça l'a bousillé, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, il y a ce côté un peu torturé qui est encore là, hein, dans Bronx, on va dire, mais qui est beaucoup plus, qui s'inscrit beaucoup plus dans une représentation cinématographique de la ville. C'est ça que je trouve très intéressant, quoi. Parce que, en gros, même s'il n'a pas la prétention de faire un film sur la ville de Marseille, on va dire, et que par essence, il va pas forcément montrer certains quartiers plus désœuvrés, on va dire, de la ville, il y a quand même cette idée de l'inscrire dans une logique de saga familiale, presque, j'ai envie de dire, en tout cas clanique, si tu veux, Saga tribal, un peu. tribal dans la Méditerranée. Et du coup, c'est ça aussi qui, je trouve, donne un certain cachet au film. Bah, c'est clairement un film par exemple, soyons clairs, MR73. Moi, je trouve il y a des scènes avec une photo assez lunaire, quoi, qui donne un aspect presque lunaire à Marseille. Je trouve ça assez étonnant, quoi, dans MR73. Mais clairement, MR73, c'est un film qui aurait pu être fait à Paris. C'était pas gênant, quoi. Là, ce film-là, Bronx, tu ne l'imagines pas filmé à Paris. Tu l'imagines pas autrement qu'à Marseille, parce que c'est un film qui dépend éminemment de son environnement socio-culturel. Tu vois. C'est-à-dire que du vieil ami pêcheur du héros jusqu'à la maman criminelle, la sorte de God Sister vieillissante de 80 balais. Godmother. Godmother, pardon. Jouée par Claudia Cardinal, marraine, qui dirige le clan de la mafia corse, quoi, tu vois. C'est un film, qui sent la Méditerranée à plein nez, quoi. C'est une évidence. Et c'est sympa, en fait, de voir ça, du coup, je trouve, dans l'absolu, ça donne un vrai cachet. Il arrive à se réapproprier des figures du cinéma américain, parce que c'est aussi ce qu'on lui a beaucoup reproché, à travers, justement ce cadre-là. Je pense notamment, par exemple, à la façon dont il va filmer la mer, la façon dont il va, utiliser des scènes qui sont liées à des bateaux ou des choses comme ça, qui sont extrêmement cinématographiques. On va pas spoiler, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, la conclusion du film qui se joue sur une chanson, et effectivement qui exploite toute cette imagerie-là est très très belle. Oui, ça fonctionne très bien. Il y a cette idée, il y a cette notion-là. Et alors l'autre truc, en fait, je trouve qui est assez intéressant, c'est que à travers justement Marseille, il se réapproprie, on en a un petit peu parlé en début de podcast, sur Michael Mann, il se réapproprie en fait un petit peu le cinéma qu'il aime. Je pense notamment, alors on sait qu'il l'a dit en interview d'ailleurs, hein, qu'il n'avait pas aimé le Michael Mann le Miami Vice de Michael Mann, pardon. Et là pourtant, il y a une scène qui y fait référence, mais alors, de façon assez flagrante. Donc est-ce qu'il a changé d'avis ? Voilà. La scène en soi est pas forcément, je trouve, la meilleure scène d'action du film, hein, loin s'en faut, parce qu'elle est assez, difficile à suivre. Pas tant en fait dans le découpage ou quoi que ce soit, parce que là-dessus, faut aussi préciser cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelques problématiques, je trouve, de découpage au début du cinéma de Marshall dans Gangster. Même dans c'est ce qu'il y a des orfèvres, il y a quelques points où ça fonctionnait pas. Et là, depuis quelques années, il a fait beaucoup il a pris de la bouteille et il sait faire ça. Et il le fait très très bien. Il a évolué, mais ce qui est assez appréciable chez le bonhomme, moi je trouve en plus, c'est qu'il a évolué sans se renier. C'est-à-dire, il aurait pu très bien revenir un petit peu sur l'éthique qu'on lui a reproché, quoi, ce que je disais tout à l'heure. Or, il a un peu appliqué la phrase de Cocteau, là, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Il assume, quoi, il continue. Effectivement, ce que tu disais, c'est un vrai film à la Marshall, ça se reconnaît d'entrée. Il a pas baissé Kazakh là-dessus, quoi. Il a vraiment assumé le truc. Il continue d'être ce qu'il est, quoi. Voilà, donc cette scène, c'est plus qu'elle est, disons, elle est plongée, c'est à l'aube, mais vraiment encore un tout petit peu avant l'arrivée de l'aube. Et donc c'est très très sombre. C'est très très difficile à suivre de savoir exactement on sait qui sont les personnages qui sont dans cette scène, mais qui meurent, qui restent vivants, c'est un petit peu compliqué, qui participent à l'action. Mais je pense que la confusion est volontaire aussi, parce que c'est un point primordial du récit.
vraiment. Donc on spoilera pas, on dira pas ce que c'est, Ouais. mais c'est un point Il y a primordial. un élément particulier Voilà. qui est très important. C'est et très important, qui s'ajoute à la confusion. qui justifie l'illisibilité L'illisibilité partielle de cette scène. Voilà. Et je pense qu'en fait, elle est d'autant plus volontaire, cette illisibilité, que les autres scènes, justement, sont assez claires. C'est-à-dire que le massacre dont tu parles au début, on le voit, il est assez frontal et il est assez violent. C'est-à-dire il est assez direct, il est assez barbare. Il y a une autre scène où ils vont chercher un suspect qui est chez lui, en fait, chez sa pouliche, en fait, en gros. Il passe par la fenêtre, il est à poil. Et il y a vraiment une scène dans une ruelle, un échange de fusillade, de coups de feu, en fait, si tu veux, qui est pareil, en fait, assez dynamique, assez ludique aussi. T'as repéré, toi J'ai repéré. Je me pose cette question, ça serait intéressant de lui poser la question à Marshall, mais il y a un plan dans le film d'un personnage qui passe, donc en plus il est à poil, donc il se trouve que le jeu est assez marrant en fait, mais qui passe en fait, qui saute de la fenêtre et la caméra est vraiment en plongée, en contre-plongée pardon, sur lui et fait un espèce de mouvement dans son seau. Et c'est un mouvement qui m'a beaucoup rappelé un des plans assez iconiques, je trouve, de la poursuite de Seven. Alors il n'est pas aussi, parce qu'on sait que Seven c'était millimétré, hein, cette poursuite elle est vraiment tournée de façon millimétrée si tu veux, et en fait chaque plan le découpage est très très précis, alors que là c'est peut-être plus brut de décoffrage, mais je me suis demandé en fait en voyant ce plan, je me suis dit tiens, sachant que Marshall, parce que c'est ça, il faut le préciser, c'est un cinéaste cinéphile, hein, vraiment, et il en joue quoi, c'est-à-dire qu'il le revendique dans son cinéma. Est-ce que il dit même qu'il est venu à la police par le cinéma et voilà, que finalement c'était la suite logique, c'est qu'il sorte de la police pour aller vers le cinéma. Voilà, c'est ça. Et en fait, est-ce que du coup c'est volontaire? Il faudra lui poser la question pour voir si c'est voulu, si c'est recherché, quoi. Encore une fois, c'est pas exactement l'effet n'est pas exactement le même. Cette scène est plus brute que celle de la course-poursuite de Seven, quoi. Elle est moins virtuose, on va dire, si tu veux, mais ça n'est pas du tout la volonté non plus, quoi. Et puis, de toute façon, Marshall, de la même manière que Marshall n'est pas Michael Mann, il n'est pas non plus David Fincher. Donc voilà, il y a comment dire... je trouve, en fait, voilà, un vrai plaisir de retrouver ce cinéma-là, surtout que Marshall se fait de plus en plus rare au cinéma aujourd'hui. Mine de rien, il a quand même beaucoup tourné pour la télé dans les années 2010. Hein. Il a fait l'acteur aussi beaucoup. Et il a sorti quoi? Il a sorti Carbone il y a 3 ans. Qui était très bien aussi. Mais qui est plus une commande, on va dire, à la base. Hein. Une commande, pas plus que ça, parce qu'après, moi, je pense qu'il s'était vraiment pris de passion pour cette histoire-là, qui était tirée d'une histoire vraie. Hein. Et moi, je trouvais ça assez risqué, assez couillu, quoi, comme film, parce que c'était un film qui l'emmenait un petit peu vers d'autres rivages, même s'il restait dans le contexte du film criminel. Ça l'emmenait un petit peu vers le thriller financier, tu vois, en même temps avec des personnages qui sortaient clairement des sentiers battus. Je me rappelle de la chanteuse Dani, là, qui fait une petite apparition d'ailleurs dans Bronx, et là qui avait un des rôles, ce qui est sans doute un des plus beaux rôles féminins qu'a écrit Marshall, quoi, dans Carbone. Non, c'était un film un peu à part. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que bon, après, je trouve qu'il essaie de faire des choses un peu différentes à chaque film. Là, on a dit un petit peu ce qu'il essayait de faire de neuf, quoi, avec Bronx. En même temps, c'est assez étonnant parce que ça fonctionne un peu comme une sorte de best-of Marshall, quoi. C'est-à-dire où tu as le côté, fresque policière à la 36 quai des Orfèvres. T'as en même temps le côté aussi criminel, hein, pas que les flics, tu vois, la gang des Lyonnais, fresque un peu criminel. C'est très intéressant son approche là-dessus, justement. C'est-à-dire qu'en fait, il brouille les pistes. Le cinéma d'Olivier Marchal, il est quand même, pour le coup, je trouve en général assez clair sur ce qu'il raconte, et y compris sur son positionnement à lui, en fait, on va dire, de ses personnages. Et même si on peut considérer qu'il y a, il peut avoir un attachement au personnage de Gérard Depardieu dans 36 quai des Orfèvres, en fait, ce que représente ce personnage est assez clair dans le récit du film. Et là, si tu veux, le film brouille beaucoup plus les pistes sur ton propre attachement en tant que spectateur, et lui-même en tant que cinéaste, il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus ambigu. Il est beaucoup plus ambigu, en fait. Marshall, en fait, avec ses personnages, qui ne l'a jamais vraiment été, je trouve, dans son propre cinéma. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage d'Auteuil, sa souffrance, elle est assez évidente. Alors que je trouve que, justement, donc on peut comprendre quel type de configuration, de fonctionnement qu'il peut avoir, en fait, dans certains passages. Si tu veux, il se lie sur cette souffrance-là. Alors que
la corruption, la façon de jouer son rôle de flic, la façon dont tu es obligé, en gros, de faire des alliances contre nature, entre guillemets, entre les flics et les gangsters, et ce genre de choses, etc. etc. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur, je trouve, du récit pour la première fois de manière très évidente, je trouve. C'est-à-dire, c'est vrai, ce que tu dis, mais je pense que ça tient aussi peut-être à quelque chose qui est que, en fait, quand tu regardes les films précédents de Marshall, alors on va dire peut-être qu'il a commencé à faire ça avec Carbone, tu vois, quoi. Mais en tout cas, quand tu regardes 36 Quai des Orfèvres, 36 Quai des Orfèvres, c'était inspiré d'une histoire d'injustice terrible qu'avait connu un flic qui a connu Marshall, tu vois, qui était joué par Danny Auteuil, donc c'était cette histoire vraie, cette histoire d'injustice, quoi. T'as MR73, c'est une histoire à lui là carrément, quoi, tu vois. Le gang des Lyonnais aussi, c'était des gens qu'il avait connus pour certains. Donc après, peut-être qu'il y a avec, je le redis, peut-être Carbone précédemment, tu vois, et maintenant Bronx, une volonté d'aller davantage peut-être vers la fiction et vers le fait de construire une histoire de HKZ et du coup de prendre un peu plus de recul par rapport à ça et donc du coup de créer des personnages plus ambigus, plus contrastés, tu vois. Après, lui, il ne l'est pas, en fait, ambigu aussi, hein, dans le cadre de ce qu'il pense de la police, par exemple. Cette année, il a fait une déclaration assez claire et péremptoire sur le sujet. Dire, Marshall, il est pro-flic, il est pro-flic, tu vois, tout ça. Après, ça n'empêche pas, voilà, de faire un film là qui déconstruit sans en faire une thèse politique, évidemment. Je le précise, en fait, je le précise les rouages de la corruption dans la police. Je le précise parce qu'on peut choisir de s'en foutre, mais en fait, on peut aussi le préciser. T'as pas mal de gens qui vont peut-être nous dire oui, mais vous défendez le cinéma de Marshall, vous prenez pas ça en compte, etc. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui dans l'absolu, et surtout pas avec le fonctionnement de la police ces dernières années, pour apprécier son travail pour autant. Moi, j'ai toujours dit, parce que c'est vrai que les opinions politiques, ça peut créer un écran comme ça, hein, des fois, où les gens s'affrontent là-dessus. Moi, j'ai toujours dit que le mec... un film politique, il a pas besoin d'être de ma sensibilité. Il suffit que pendant 2 heures, il me convainque de sa thèse. Que pendant 2 heures, si je suis quelqu'un de droite, je pense à gauche ou l'inverse. Tu vois, si je suis quelqu'un de gauche, je pense à droite. Et c'est gagné. Tu vois, c'est du grand cinéma. Ça veut dire que le mec, il t'a convaincu de son univers. Pour autant, ce film-là n'est pas un film politique, en fait. C'est pas un film politique. Voilà. C'est pas un film politique. Et puis d'autant plus, je dis que ça a beau être un personnage qui est assez campé dans ses positions, pro-flic, tout ça. Là, il nous montre pendant 2 heures les rouages de la corruption policière à l'œuvre, quoi, tu vois. Donc bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a sur l'ambiguïté des personnages. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que et ça, c'est un truc qu'il a toujours plus ou moins essayé d'amorcer dans ses films, quoi, et qui réussit très bien là, dans Bronx. C'est cette manière de révéler un petit peu les rebondissements, voire même les twists de l'intrigue, tu vois. D'une manière plus émotionnelle que mécanique, quoi, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, t'as là un des personnages, on va pas dire quoi, hein, mais qui révèle la corruption d'un des personnages principaux à un moment où en fait il le révèle parce qu'il est acculé et qu'il va sans doute y passer à cause de tout ce merdier, quoi, tu vois, et qu'il ne peut faire autrement que de révéler la chose au héros principal, tu vois, quoi. Donc, et ça fonctionne très bien justement parce que ça permet de faire passer ça d'un point de vue émotionnel plus qu'avec une recette, quoi, avec un truc genre je vais mettre une petite révélation, tu vois, tout ça. Donc, ouais, non, c'est vrai qu'il se débrouille super bien là-dessus, Marshall, et que... c'est vrai que c'est un film où, moi je me rappelle, hein, quand j'ai découvert Gangster, j'avais perçu un petit peu l'univers, tu vois, qu'il y avait derrière ça, notamment les gueules en second rôle qui étaient François Leventhal et Gérald Laroche, tu vois. Mais c'est vrai que c'était encore un très... c'était brouillon. C'était brouillon, c'était téléfilmesque un petit peu, tout ça. Puis il avait cette problématique qui était liée aussi au fait que donc, quand tu fais un film comme ça, tu es un peu, surtout un premier film, t'es un peu un des acteurs imposés, par moment, en tout cas ta tête d'affiche. Autant Anne Pario, je crois qu'il n'avait pas vraiment trop de soucis, mais autant avec Richard Candina, il y a eu beaucoup plus de soucis, on va dire, sur le fait qu'il lui avait demandé de faire certaines choses qui sont pas dans le film, quoi. Ouais, c'était compliqué, quoi. Mais non, on peut dire, c'est ça qui est très intéressant chez le bonhomme, c'est que c'est quelqu'un qui a évolué, mais sans jamais se renier,
et qui a réussi à construire une œuvre, quoi. Mais pour finalement. toucher un mot sur le casting, parce que je pense que justement la façon dont les gens vont le percevoir à leur arrivée sur la plateforme, on va dire, c'est pas le film de Caris et de David Bell. Faut être conscient de ça parce qu'en fait, parce qu'en gros il y a un carteron là de flics qui sont joués par Lannick Gautry, par le revenant Stanislas Mera, qui est assez étonnant dans le film, quoi. Oui, avec une tronche à la Renault un peu. Voilà, on l'attend pas forcément dans un rôle comme ça. Et puis les deux acteurs que tu as cités, c'est-à-dire le rappeur Caris, voilà, et David Bell qui est le banlieue 13. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que le Yamakasi. Quand on les voit dans la bande-annonce, on a tendance à se dire le film. Je pense que Netflix table sur eux ouvertement, et il y a aussi une petite nouveauté, on va dire, dans le cinéma d'Olivier Marchal, c'est qu'il y a un peu plus de rap français. Voilà, un peu plus, ça veut dire qu'il y en a, surtout parce qu'il n'y en a pas en fait avant. Et le truc, c'est qu'en tout cas dans mon souvenir, hein, est-ce que c'est, on va dire, à partir du moment, parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est-à-dire que Olivier Marchal, lui, est très satisfait de l'acquisition du film par Netflix. C'est un film qui a été produit par Gaumont à la base, avec un bon budget. C'est assez conséquent, ça se voit. Il y a du cast, il y a du filmage, il y a de la machinerie. Il y a 2-3 scènes d'action quand même assez impressionnantes. Une autre scène d'action dont on va pas parler, qui est quand même un échange à la Hit avec, je pense à cette scène avec, comment il s'appelle, Val Kilmer et son suicide snipe, hein, où c'est clairement une référencée aussi, quoi. Dans une carrière. C'est pas la scène de Truand, de Schoendorfer, qui était censé rendre hommage aussi à cette scène. Ah, oui. C'est quand même un peu plus puissant. Truand, un jour, Arnaud, il faudra qu'on en reparle. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le cast, on peut peut-être rapidement citer, parce qu'en dehors des 4 flics là, qu'on vient de citer, t'as quand même Jean Reno, il y a Gérard Lanvin, il y a Éric Eboinet, il y a Francis Renaud, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il revient, Moussa Mascri, Catherine Marchal, Patrick Catalifo, qui est très très bien, qui est un gars que Marchal a fait ressortir des limbes, là, tu vois, il était déjà vachement bien dans Les Lyonnais, je me rappelle, quoi. Qui était dans Ne réveillez pas un flic qui dort. Voilà, il était jeune à cette époque-là, il faisait pas mal de télé, il faisait de José Pinheiro, qui est l'autre grand réalisateur de polar français. faut le préciser. Ça, c'est une blague. Voilà. Donc j'ai dit Catherine Marchal, Patrick Catalifo, Claudia Cardinal, Alain Figlars. Enfin voilà, il y a quand même une batterie. Alain Figlars dit le gros dans le film. Voilà. Il joue un bandit corse. Mais t'as quand même une batterie comme ça d'acteurs. Et alors venus de tous horizons, c'est vrai que à la fin t'as ce plan avec Figlars qui vient chercher, qui prend à son bras la mamma, là, jouée par Claudia Cardinal, tu vois. Et c'est-à-dire Marchal, il fait s'entrechoquer comme ça différents univers cinématographiques, tout en arrivant mine de rien à les rendre cohérents et à ce qu'ils ne se tirent pas des balles les uns dans les pattes des autres. Parce que tu parlais juste, je termine sur Caris et David Bell, on pouvait avoir l'impression que ces personnages-là allaient avoir du mal à se glisser dans... Voire une trop grosse importance. Voilà, mais à se glisser dans un truc comme la fresque policière qu'a voulu bâtir Marchal. Et en fait, ils ne sont jamais ridicules, quoi. Ils sont jamais ridicules, ils sont utilisés intelligence. Mais c'est là aussi où je pense que, en fait, il faut donner du crédit à Marchal. Et je dis pas ça par rapport au... Comment dire... voilà, je pense qu'ils les utilisent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que... Caris, c'est pas un très grand acteur, faut être honnête. Hein. Ceux qui ont vu Braqueur, voilà quoi. Je dis ça, il va me casser la gueule, mais bon bref. C'est pas un très grand acteur, mais par contre, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui a un physique impressionnant et il l'utilisait en tant que tel en fait dans Bronx. Pareil avec David Bell. David Bell, c'est pas un des acteurs les plus charismatiques au monde non plus, mais par contre, en fait, si tu veux, il a ce rôle de quatrième main entre guillemets en fait du groupe. Donc ça fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'ils sont dans un groupe comme ça de 4 personnages. T'as un leader, t'as quelqu'un derrière qui est peut-être le fusible, on va dire, le maillon faible. Le maillon faible. Et en fait, après, t'as les 2 autres gars qui sont soit les porte-flingues, soit les machins comme ça. Et ça, en fait, Marchal, il a une très bonne utilisation de ce truc-là. Ce qui est étonnant parce qu'on pourrait s'attendre effectivement à ce que, je veux dire, Caris, c'est très facile de le ridiculiser. David Bell aussi. C'est-à-dire que voilà, parce que c'est des gens qui ont des looks et des styles en fait qui sont très très marqués, quoi, qui sont culturellement utilisés ailleurs et qui apportent leur bagage aussi, quoi. C'est pas des acteurs de composition, quoi. C'est des acteurs en fait qui ont ce physique. Le gars, il arrive à te faire voisiner banlieue 13 avec
sans que ça donne banlieue 13 justement. Voilà, c'est ça le truc. banlieue 13 avec, je sais pas moi, il était une fois dans l'Est ou le Guépard, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure de Figlars qui côtoie Chloé Cardinal, et c'est pas choquant. C'est-à-dire quand tu vois l'image, ça n'est pas choquant, quoi. Tu vois. Ça peut l'être chez d'autres qui essaient de mélanger comme ça des univers totalement opposés. Marshall, je pense qu'il y a une manière de penser le bidule et de toujours rester axé sur la trajectoire de ces personnages. Hein. La trajectoire du personnage principal, elle est très belle, hein, elle est très bien écrite. Moi, je trouve le personnage qu'interprète Lanny Gautry, la Vronsky, c'est quelqu'un dont on se dit au départ qu'il est assez droit et qu'il l'est effectivement, tu vois, mais qui en fait, et ça mine de rien, c'est compliqué à écrire, quoi, je pense, c'est-à-dire va peu à peu s'enferrer dans une sorte de descente aux enfers, mais précisément parce qu'il essaie de rester quelqu'un de droit vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis des gens qu'il est censé chapeauter, tu vois, quoi. Donc, c'est, mine de rien, ouais, c'est compliqué de montrer quelqu'un qui s'obstine à rester droit, alors qu'il voit que ce comportement moral ne cesse de le tirer vers le bas, lui et les siens, tu vois. Alors après, pour terminer sur le film, vite fait, j'avais touché 2 mots là-dessus. En fait, donc Marshall est très très satisfait de l'acquisition du film par Netflix, parce que c'était une prod Gaumont assez chère, une prod Gaumont qui aurait eu beaucoup de mal, je pense, à exister dans les salles de cinéma aujourd'hui, vu la crise sanitaire, vu le couvre-feu. Donc voilà. Après, il y a eu aussi un truc que j'aimerais préciser par rapport à ça, c'est que je comprends aussi. Non, mais je comprends aussi. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas découvrir un film comme ça sur le grand écran. Nous, ça a été notre cas, mais je pense que c'est dommage parce que je pense que c'est un film que tu dois te taper d'une traite, en fait. Et voilà, te plonger dedans. Après, il y a les conditions d'immersion dans le film, je trouve, de mise en scène, en fait. Donc voilà. Et l'autre truc, c'est que, mais par contre, je comprends que je pense que Marshall est parfaitement sincère, justement, quand il dit qu'il est très satisfait que ça débarque sur Netflix, parce que sa volonté de faire du grand cinéma populaire, en gros, même si lui, il a eu une carrière au cinéma vraiment très spécifique, très prononcée, hein, c'est un nom, en fait, dans le cinéma français, c'est un nom qui compte, hein, mine de rien. Qu'on l'aime ou pas, on ne pourra pas dire que dans l'histoire du polar français, je veux dire, il aura autant marqué le genre, encore une fois, à tort ou à raison, hein, mais moi, j'ai tendance à penser à raison, mais au même titre que José Pinero. Non, mais qu'un Alain Corneau, qu'un Jean-Pierre Melville, voilà, comme ça, il aura apporté sa pierre, quoi. Exactement. Et donc, du coup, comme c'est quelqu'un qui a cette recherche de popularité, il a conscience aussi aujourd'hui que le cinéma a migré, en tout cas les diffusions, les moyens de diffusion ont migré sur les plateformes, et que pour lui, en fait, il a la volonté que son film, et il a été pensé comme ça, soit vu par le plus grand nombre de spectateurs possible. C'est toute la problématique des plateformes à l'heure actuelle. On verra dans le futur si les plateformes peuvent acquérir des chaînes de cinéma ou pas. Tu vois. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est vrai qu'on ne peut qu'être satisfait pour Marshall que son film soit projeté comme ça à partir du 30 octobre, enfin, soit disponible dans, je sais pas, 300 à 400 millions de foyers dans le monde. Tu vois. Mais en même temps... international, c'est Rock City. Ouais, Rock City. Après, on peut regretter, effectivement, nous, c'est pas notre cas quand on a eu la chance de le voir comme ça, mais on peut regretter que la majorité des gens ne puissent le voir sur un grand écran. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Merci Arnaud. Merci Steph, à bientôt. Merci Alain, merci à la technique, voilà. Merci Alain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Merci à nos auditeurs. Merci à nos tipeurs, voilà, qui permettent de pouvoir enregistrer en direct, en face à face et avoir les droits à tatou légendaires. Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent, sur les réseaux habituels. Hein. On est sur Facebook, Twitter, etc., etc. Les agrégateurs de podcasts habituels. Choisissez votre drogue. Et moi, je vous dis à la prochaine avec un autre film. Au revoir. Nous sommes immortels.